Le miroir gisait brisé sur le sol, des éclats de verre éparpillés comme des étoiles filantes. Au milieu de ce chaos, Naldi Tamboué était agenouillée, les mains sur son crâne rasé, du sang coulant entre ses doigts. La pleine lune filtrait à travers la fenêtre brisée, illuminant des mèches de cheveux noirs éparpillées sur le sol, comme si quelqu'un avait dépecé un animal à l'intérieur. Elle hurla, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Et là, debout dans l'embrasure de la porte, ciseaux de boucher encore à la main, se tenait Bintou Camara, sa belle-mère, avec un sourire qui semblait lui déchirer le visage. Cette femme venait de faire quelque chose que personne au village de Kapongo n'aurait jamais pu imaginer. Elle n'avait pas seulement coupé les cheveux de Naldi. Elle les lui avait arrachés. Mèche par mèche. Avec plaisir. Le pire, ce n'était que le début d'une vengeance qui ferait de cette nuit la plus mémorable du royaume de Zubri pendant des décennies. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter 6 mois en arrière, quand tout semblait encore normal, quand Naldi souriait encore et quand Bintou faisait encore semblant d'être humaine. 6 mois plus tôt, le marché de Kapongo était en fête. C'était le jour de la récolte des ignames, et tous célébraient l'événement au son des tambours, en dansant et en dégustant un festin. Naldi Tamboué déambulait entre les étals avec son père, Okwa Tamboué, un homme de 60 ans qui portait le poids du veuvage comme une pierre sur le dos. Il souriait rarement depuis la mort de sa femme, Tandiou, 3 ans auparavant, en donnant naissance à un enfant qui n'avait pas survécu. À 18 ans, Naldi était devenue la maîtresse de maison. Elle cuisinait, faisait le ménage, prenait soin de son père et trouvait encore le temps de broder les plus beaux tissus de la région, qu'elle vendait au marché. Ses cheveux étaient sa marque de fabrique, d'épaisses tresses qui lui descendaient jusqu'à la taille, ornées de perles de bois et de coquillages qui tintaient à chacun de ses pas. Les femmes s'arrêtaient pour les admirer. Les hommes détournaient le regard, intimidés. Et les enfants demandaient à les toucher, disant qu'ils étaient magiques. Naldi n'était pas seulement belle. Elle avait ce don de transformer l'atmosphère d'une pièce. Quand elle est entrée, tout le monde la regardait. C'est ce jour-là qu'Okwa rencontra Bintou Camara. Elle vendait des épices sur un étal de fortune, arborant un sourire calculé et une robe rouge qui attirait tous les regards. Bintou avait 42 ans, mais mentait, prétendant en avoir 35. Elle était veuve, du moins c'est ce qu'elle disait, car personne n'avait jamais vu son mari ni son corps. Il avait une fille, Saisie Camara, une jeune fille de 19 ans, maigre comme un clou, avec un regard toujours critique. Voyant Okwa passer, Bintou déposa ostensiblement un panier de piments juste devant lui. Poli comme il était, il l'aida à les ramasser. Elle le remercia de ce sourire en apparence doux, mais au goût empoisonné. Et c'est ainsi que tout commença. Des conversations anodines au marché. Des visites chez Okwa, accompagnées de plats cuisinés. Des compliments sur son travail de forgeron. Bintou était intelligent. Il savait exactement ce qu'un homme solitaire avait envie d'entendre. Et Okwa, las de porter le fardeau de la solitude, accepta cette affection comme on accepte l'eau dans le désert, sans se demander d'où elle venait. Naldi l'avait remarqué dès le début. Elle avait vu le regard que Bintou portait sur la maison, les meubles, les économies rangées dans un coffre en bois. Mais Okwa était sous le charme, aveuglé par l'illusion qu'il retrouverait enfin de la compagnie. 2 mois plus tard, il annonça leur mariage. La veille de la cérémonie, Naldi tenta d'en parler à son père. « Connais-tu vraiment cette femme ? D'où vient-elle ? Pourquoi personne ne parle de son mari ?» Okwa se contenta de sourire, lasse, et dit qu'elle était jalouse, que c'était normal, que Bintou serait comme une mère pour elle. Naldi n'insista pas. Mais cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle fit un cauchemar. Elle rêva qu'un serpent entrait par la fenêtre, s'enroulait autour de son cou et l'étranglait jusqu'à l'étouffer. Elle se réveilla en sueur, le cœur battant la chamade. Elle aurait dû écouter son rêve. Car 3 jours après les noces, le serpent montra l'écrou. Bintou et Saisie s'installèrent dans la maison des Tamboué comme si elle leur appartenait. Ils chamboulèrent tout. Ils jetèrent les vieilles casseroles et poêles, les jugeant sales. Ils brûlèrent les vêtements de Tandiou, prétendant qu'ils portaient malheur. Okwa, ivre d'affection, ne voit rien. Mais Naldi, elle, vit tout. Elle vit Bintou feindre l'affection devant son père et le foudroyer du regard dès son départ. Elle vit Saisie fouiller dans ses affaires, essayer ses robes en cachette, tenter de copier ses tresses, mais le résultat était ridicule. Pire encore, elle vit Bintou trembler de rage chaque fois qu'on complimentait Naldi dans la rue. Un après-midi, 3 semaines après le mariage, Bintou laissa enfin tomber le masque. Okwa était parti livrer des outils dans un autre village et serait absent 2 jours. Dès qu'il disparut au bout de la route, Bintou se tourna vers Naldi et lui dit, d'une voix qui semblait venir des profondeurs de l'abîme, qu'à partir de cet instant, les choses seraient différentes. Naldi dormirait désormais dans la pièce du fond, la plus petite de la maison,
celle où l'on entreposait autrefois le bois de chauffage. Il mangerait après tout le monde. Il laverait le linge de Cézi. Et s'il se plaignait ne serait-ce qu'une seule fois, Bintou dirait à son père que Naldi volait de l'argent dans le coffre. Naldi rit. Elle pensait que c'était une mauvaise blague. Mais lorsqu'elle tenta de partir, Bintou lui saisit le bras avec une force incroyable, lui enfonçant les ongles dans la peau jusqu'au sang. « Tu crois que ton père va te croire ? Il m'aime. Je suis sa femme maintenant. Tu n'es que sa fille. » Et les filles obéissent. Naldi eut l'impression que le monde tournait autour d'elle. Pour la première fois de sa vie, elle comprit qu'elle était prise au piège. Elle ne pouvait pas quitter la maison car son père avait besoin d'elle. Elle ne pouvait pas dénoncer Bintou car qui la croirait ? Sa belle-mère était trop douée pour la dissimulation. Alors Naldi fit la seule chose qu'elle pouvait faire à ce moment-là. Elle ravala sa colère et obéit. Mais intérieurement, quelque chose commençait à se fissurer. Quand Okwa revint, Bintou était douce comme du miel. Elle serra Naldi dans ses bras devant lui, l'appela sa chère fille, et lui dit qu'elle se rapprochait. Et Okwa, soulagé, la crut. Après tout, c'était tout ce qu'il voulait entendre. Mais il y avait quelque chose qu'Okwa ignorait. Bintou n'était pas seulement cruelle. Elle avait un passé sombre qui expliquait tout. Bintou Camara n'était pas de Kapongo. Elle venait d'un village reculé nommé Mbala, à 3 jours de marche au sud, où l'on murmurait des histoires à son sujet comme autant de mises en garde. Elle avait bel et bien été mariée à un homme nommé Daran, un riche et respecté marchand de tissus. Bintou était belle dans sa jeunesse, tout le monde le reconnaissait, mais elle avait toujours un problème, l'envie. Une envie rongeante, corrosive comme l'acide. Elle ne supportait pas que les autres femmes reçoivent des compliments. Elle ne supportait pas qu'une autre brille plus qu'elle. Et pire encore, elle ne supportait pas de vieillir. À 25 ans, quand les premières rides apparurent, elle paniqua. Elle consulta des guérisseurs, acheta des potions, accomplit des rituels. Mais rien n'arrêta le temps. Puis, à la naissance de sa fille Cézi et à son enfance, Bintou voyait dans chaque anniversaire de la petite fille un rappel de son propre déclin. Elle commença à habiller Cézi avec des vêtements laids. Elle lui coupa les cheveux trop courts. Elle lui disait qu'elle était laide, stupide, qu'elle ne réussirait jamais à rien. Horrifié par ses propos, Daran tenta d'intervenir. Bintou fit semblant d'être d'accord. Mais une nuit, Daran disparut tout simplement. La version officielle était qu'il était parti en voyage d'affaires et n'était jamais revenu. Mais les vieilles femmes de Mbala connaissaient la vérité. Elles avaient vu Bintou brûler ses vêtements dans la cour. Elles l'avaient vu vendre ses biens en secret. Elles avaient vu son sourire quand on avait annoncé la mort de Daran. Et quand une jeune femme nommée Amara, la fille du chef du village, commença à être courtisée par de nombreux prétendants, un drame se produisit. Amara se réveilla un matin le visage couvert de plaies. Quelqu'un lui avait jeté un mélange de poivre et de poison sur la peau pendant son sommeil. Elle était défigurée. 3 jours plus tard, le seul suspect visible était identifié, mais personne ne pouvait rien prouver. La peur de Bintou s'installa. Alors, avant d'être officiellement accusée, elle partit avec Cézi. Elles errèrent de village en village, et Bintou trouvait toujours un homme seul à exploiter. Elle restait quelques mois, prenait ce qu'elle pouvait, puis repartait. Jusqu'à son arrivée à Kapongo. Jusqu'à sa rencontre avec Okwa. Et jusqu'à sa rencontre avec Naldi. Quand Bintou vit Naldi pour la première fois, ce fut comme se regarder dans un miroir du passé. Jeune, belle, admirée. Tout ce que Bintou avait été et n'était plus. Pire encore, Naldi possédait quelque chose qui lui avait toujours manqué, la bonté, la lumière. On aimait Naldi non seulement pour sa beauté, mais pour ce qu'elle était. Et cela rendait Bintou folle. Car Bintou savait qu'elle-même, même au fait de sa jeunesse, avait toujours été vide intérieurement. Elle avait toujours été haïe sous les éloges. Détruire Naldi n'était donc pas qu'une simple envie. C'était une tentative désespérée d'effacer la preuve vivante que la beauté sans âme est éphémère. Et Bintou était prête à tout pour y parvenir. Absolument tout. Les mois suivants furent un enfer silencieux. Naldi se levait avant l'aube pour aller chercher de l'eau au puits. Elle préparait le café pour tout le monde tandis que Cézi restait à Roli. Elle lavait, cuisinait et nettoyait. Et la nuit, dans la petite pièce sombre qui sentait le moisi, elle défaisait ses tresses et pleurait en silence. Bintou lui interdisait d'aller au marché. Elle disait que Cézi devait apprendre le métier, que c'était mieux pour tout le monde. Alors Cézi vendait les broderies de Naldi, s'attribuant tout le mérite et tout l'argent. Quand on demandait des nouvelles de Naldi, Bintou disait que la jeune fille était malade et avait besoin de repos. Les villageois commencèrent à avoir des soupçons, mais personne n'intervint. Après tout, c'était une affaire de famille. Un jour, une voisine nommée Anhimaka, une femme de 70 ans qui avait connu Tandiou,
se rendit chez les Tamboué et insista pour voir Naldi. Bintou essaya de l'en dissuader, mais Anhimaka était trop obstinée. Elle entra et trouva Naldi en train de laver du linge, les mains ensanglantées à force de se frotter. Elle remarqua les marques violettes sur les bras de la jeune fille. Anhimaka tenta de confronter Bintou devant Okwa. Mais Bintou, rapide comme l'éclair, se mit à pleurer, affirmant que Naldi mentait au sujet de ses blessures, qu'elle s'était blessée pour attirer l'attention, qu'elle était jalouse du nouveau mariage de son père. Okwa, confuse et épuisée, supplia Anhimaka de ne pas s'en mêler. Et la vieille femme s'en alla, regardant Naldi avec pitié, impuissante. Okwa travaillait tellement qu'elle remarquait à peine ce qui se passait chez elle. À son arrivée, elle trouvait Naldi silencieuse et amaigrie, et lui demandait si tout allait bien. Elle répondait toujours par l'affirmative. Que pouvait-elle dire d'autre? Que sa belle-mère la traitait comme une esclave. Que Sézi crachait dans sa nourriture avant de la servir. Que Bintou la pinçait fort en cachette, lui laissant des marques violettes sur les bras. Naldi savait que si elle parlait, elle briserait le cœur de son père. Et il avait déjà trop souffert. Une nuit, Naldi tenta de s'enfuir. Elle fit ses valises, attendit que tout le monde s'endorme et partit par la fenêtre. Mais Bintou l'attendait. Elle savait. Elle avait toujours su. Elle apparut sur la route comme une ombre et ne dit qu'une chose. Si tu pars, je dirai à ton père que tu es enceinte d'un homme marié. Il ne te regardera plus jamais. Naldi se figea. Ce n'était pas vrai, mais Bintou saurait si bien raconter ce mensonge qu'Okwa y croirait. Naldi rentra chez elle, vaincue. Et Bintou sourit, sachant qu'elle avait désormais le contrôle total. Mais le véritable tourment de Bintou ne se limitait pas à humilier Naldi. Il s'agissait de détruire ce qu'elle avait de plus précieux. Et pour Bintou, c'était d'une clarté limpide, ses cheveux. Ces maudits cheveux que tout le monde admirait. Bintou ne parvenait pas à dormir, obsédée par cette idée. Dans ses cauchemars, elle voyait Naldi encensée, admirée, désirée. Elle voyait les hommes se retourner. Elle voyait les femmes envieuses. Et elle se voyait elle-même, Bintou Camara, invisible, oubliée, éclipsée par une fille trop jeune, trop belle, trop brillante. L'obsession commença à la consumeur. Elle passait des heures devant le miroir, s'arrachant les cheveux, grommelant, pleurant de rage. Saisie, effrayée, lui demanda ce qui se passait. Bintou se contenta de rire, d'un rire venu d'un autre monde, et déclara que bientôt tout s'arrangerait. Elle commença à élaborer des plans. Elle songea à brûler les cheveux de Naldi pendant son sommeil. Elle songea à les lui raser de force. Elle imaginait tant de choses cruelles qu'elle-même en avait peur. Mais elle désirait pire encore. Je voulais que ce soit inoubliable. Je voulais que Naldi s'en souvienne à jamais. Et puis, le moment parfait arriva. Le roi Jabari Okoro, souverain du royaume de Zubri, annonça que dans un mois aurait lieu le grand bal des moissons, une fête à laquelle seraient conviées toutes les jeunes filles célibataires des villages. Le prince Tandaji Okoro, fils du roi, choisirait parmi elles sa future épouse. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Toutes les familles se mirent à préparer leurs filles. On cousait des robes, on polissait les bijoux, on répétait les chants. Bintou, flairant l'opportunité, sourit. Il se tourna vers Sézi et lui dit qu'elle serait l'élue du prince. Bien sûr qu'elle le serait. Sézi n'était pas aussi belle que Naldi, mais avec les belles robes, les beaux accessoires, et surtout, sans Naldi pour lui faire de l'ombre, elle aurait peut-être une chance. Mais il y avait un problème. Tout le royaume connaissait Naldi Tamboué. La jeune fille aux longs cheveux. Celle qui brodait comme personne. Celle qui avait une présence incroyable. Si elle se présentait au bal, Sézi n'aurait aucune chance. Bintou devait s'assurer que Naldi ne parte pas. Ou plutôt, même si elle y allait, personne ne la remarquerait. Bintou commença à agir avec une précision chirurgicale. Elle verrouilla le coffre à tissu de Naldi, prétextant que Sézi avait besoin de tout le tissu pour confectionner sa robe. Elle cacha les aiguilles à coudre. Elle répandit la rumeur parmi les voisins que Naldi avait une forte fièvre et ne pouvait pas aller au bal. Elle alla même jusqu'à payer un garçon du village pour qu'il dise avoir vu Naldi s'effondrer dans la rue, délirante, comme si elle était réellement malade. Mais Okwa, naïf comme toujours, déclara que bien sûr sa fille irait. Elle le méritait. Il avait passé des mois enfermé chez lui, il avait besoin de se divertir. Bintou sourit, acquiesça, et sentit intérieurement sa colère bouillir comme de l'huile bouillante. C'est ce même après-midi que Bintou prit sa décision finale. Elle allait détruire Naldi une fois pour toutes. Et elle le ferait d'une manière que la jeune fille n'oublierait jamais. Elle acheta une énorme paire de ciseaux rouillés et lourds chez un boucher. L'homme lui demanda à quoi ils servaient. Bintou répondit qu'ils servaient à découper les peaux d'animaux. Il les lui vendit sans poser d'autres questions. Ce soir-là, Bintou n'arrivait pas à dîner.
Son cœur battait la chamade. Ses mains étaient moites. Saisie le remarqua et lui demanda si sa mère allait bien. Bintou murmura simplement que oui, elle allait bien, mieux que jamais. Naldi se coucha tôt ce soir-là. Elle était épuisée. Elle avait passé la journée à coudre en secret une robe simple pour le bal, avec des chutes de tissu trouvées dans la poubelle. Elle savait que Bintou ne la laisserait pas porter une belle robe. Mais peu importait. Elle irait. Même en haillons. Elle s'allongea sur le lit dur de sa petite chambre, se couvrit d'une fine couverture et ferma les yeux. Elle rêva de sa mère, Tandiou, qui lui disait d'être forte, que tout irait bien bientôt. Mais son rêve fut interrompu par une présence. Naldi ne se réveilla pas tout de suite. Mais elle le sentit. Quelque chose clochait. L'air était différent. Plus lourd. Et puis elle l'entendit. Le souffle d'une respiration qui n'était pas la sienne. Elle ouvrit lentement les yeux et aperçut une ombre près du lit. Avant qu'elle puisse crier, elle vit le reflet de la lame au clair de lune. Et elle entendit le premier coup. Le bruit était sec, comme une brindille qui craque. La première tresse tomba au sol. Naldi tenta de bouger, mais Bintou lui saisit la tête avec une force brutale. « Chut, ma chérie. Ça ne fera pas mal. » Naldi se débattait, essayait de crier, mais Bintou lui couvrit la bouche d'une main tandis que l'autre coupait. Coup. Coup. Les tresses tombèrent une à une, et Bintou rit. Un rire grave et guttural qui semblait venu des enfers. Quand toutes les tresses furent au sol, Bintou s'arrêta un instant, contemplant son œuvre. Mais ce n'était pas suffisant. Elle en voulait plus. Elle voulait que Naldi n'ait plus jamais de cheveux. Alors elle laissa tomber les ciseaux et commença à arracher. À main nue. Arrachant des touffes entières de cheveux. Naldi parvint enfin à hurler. Un cri qui déchira la nuit. Mais Bintou ne s'arrêta pas. Elle tira. 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 Jusqu'à ce que ses mains soient couvertes de sang et de cheveux. Jusqu'à ce que la moitié du crâne de Naldi soit chauve et ensanglantée. Bintou s'arrêta alors, haletante, les yeux exorbités comme ceux d'une folle, et dit « Maintenant, tu es laide. Maintenant, tu n'es rien. Maintenant, personne ne voudra de toi. » Puis, avant de partir en verrouillant la porte, elle jeta des mèches de cheveux au visage de Naldi. Naldi était étendue sur le sol, tremblante, les mains sur sa tête mutilée, sentant le sang couler. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. Était-ce réel? Un cauchemar? Elle rampa jusqu'au petit miroir brisé dans le coin de la pièce et se regarda. Son reflet était monstrueux. Moitié chauve, le visage couvert de plaies ouvertes. L'autre moitié, des mèches de cheveux irrégulières, coupées de façon grotesque. Elle semblait tout droit sortie d'un film d'horreur. Naldi se mit à pleurer. Pas un sanglot étouffé. Un cri profond, désespéré, venu du plus profond de son être. Elle ramassa les mèches de cheveux éparpillées sur le sol, tenta de les rassembler, comme si elle pouvait les recoller. Mais c'était impossible. Tout était détruit. Elle était détruite. Et à cet instant, Naldi souhaita mourir. Elle souhaita simplement disparaître. Car elle ne voyait pas comment elle pourrait continuer à vivre ainsi. Elle resta là, sur le sol, serrant ses cheveux contre elle, jusqu'au lever du soleil. Au lever du soleil, Naldi était toujours au même endroit. Okwa frappa à la porte en l'appelant. Elle ne répondit pas. Il frappa plus fort. Rien. Inquiet, il défonça la porte et découvrit sa fille dans cet état. Il hurla. Le cri d'un père voyant son enfant mutilé. Il pleura. Il tomba à genoux. Il appela Bintou en hurlant. La belle-mère apparut, l'air endormi, et feignit un choc parfait. Elle porta la main à sa bouche, écarquilla les yeux et se mit à trembler. Mon Dieu, que s'est-il passé? Naldi, qui t'a fait ça? Okwa était trop désespéré pour percer à jour sa comédie. Il regarda Naldi, la suppliant de lui répondre. Qui était-ce? Qui est entré? Appelons les gardes. Trouvons qui a fait ça. Naldi regarda Bintou. Elle vit le sourire dissimulé derrière le masque d'inquiétude. Et elle comprit, avec une douloureuse clarté, qu'il était inutile de parler. Si elle disait que c'était Bintou, la belle-mère nierait. Elle inventerait une histoire. Je dirais que Naldi était folle, traumatisée, désorientée. Et Okwa, déjà aveuglée par l'amour, croirait sa femme. Alors Naldi dirait, d'une voix brisée, qu'elle ne savait pas. Qu'elle s'était réveillée comme ça. Que quelqu'un avait dû entrer par la fenêtre. Okwa voulait appeler immédiatement le conseil du village. Mais Bintou, aussi vite que l'éclair, posa sa main sur son bras et dit, d'une voix pleine de fausse compassion, qu'il valait mieux ne rien dire. Que la jeune fille souffrait déjà trop. Que faire parler de l'affaire ne ferait qu'empirer les choses. Qu'il valait mieux s'occuper d'elle en silence,
la laisser se rétablir. Et Okwa, épuisé et confus, acquiesça. Les jours suivants, Naldi ne quitta pas sa chambre. Elle ne mangeait pas. Elle buvait à peine. Elle ne faisait que fixer le miroir brisé, y voyant les fragments déformés de son visage. Son père tenta d'entrer, d'apporter à manger, de lui parler. Elle le repoussa. Bintou, en apparence, feignait l'inquiétude. Mais intérieurement, elle jubilait. Elle avait gagné. Naldi était brisée. Elle n'irait pas au bal. Elle ne ferait pas d'ombre à Sézi. Tout se déroulait à merveille. Mais Bintou avait commis une erreur. Elle avait sous-estimé la force que la douleur peut engendrer. Car pendant que Naldi était enfermée dans cette chambre, quelque chose commença à changer en elle. Les premiers jours, elle souhaitait mourir. Mais le 5e jour, quelque chose de différent commença à grandir en elle. Une rage. Non pas une rage explosive et brûlante, mais une rage froide, cristalline et calculée. Naldi comprit qu'elle n'avait que 2 options. Se rendre, disparaître, mourir vivante, laisser Bintou gagner. Ou bien se relever. Montrer que la beauté ne résidait pas dans ses cheveux. Cette force ne venait pas de son apparence. Elle était bien plus que ce que l'on imaginait. Et Naldi choisit la seconde option. Le matin du 6e jour, elle se leva. Elle prit une lame tranchante, celle qu'elle utilisait pour couper les tissus, et se rasa la tête. La tête complètement chauve. Les plaies étaient encore là, certaines infectées, mais elle les lava avec les herbes médicinales que sa mère lui avait appris à utiliser. La douleur était vive, mais elle ne pleura pas. Puis, elle prit les morceaux de tissu qu'elle avait ramassés et cousit une robe. Bleue comme le ciel avant l'orage. Simple, mais élégante. Enfin, elle prit l'écharpe dorée que Tandiou, sa mère, portait lors des grandes occasions. Elle la gardait au fond d'une boîte. Elle la noua autour de sa tête comme une couronne. Elle se regarda dans le miroir brisé. Et pour la première fois depuis des jours, elle ne vit pas une victime. Elle vit une guerrière. La 3e semaine après l'agression, Naldi descendit. Bintou et Sézi prenaient le thé au salon. À sa vue, elles se figèrent. Elle était différente. Plus grande. Le menton haut. Les épaules en arrière. Son visage, sans l'encadrement de ses cheveux, semblait sculpté dans l'ébène. Ses yeux brillaient d'une intensité effrayante. Un frisson parcourut l'échine de Bintou. Sézi laissa tomber sa tasse qui se brisa sur le sol. Naldi s'approcha de la table et dit d'une voix calme mais tranchante, « Je vais au bal. » Bintou se leva d'un bond, prête à attaquer, mais quelque chose dans la posture de Naldi la retint. Il y avait en elle une force qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Une détermination terrifiante. Bintou tenta de rire, mais le son sortit faiblement, forcé. « Toi? Comme ça? Chauve comme un œuf? Tu auras l'air ridicule. Personne ne voudra de toi. Personne ne te regardera même. » Naldi sourit. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un sourire qui tenait davantage de la promesse que de la joie. « Alors je te prouverai que tu as tort. Et quand je te l'aurai prouvé, quand je t'aurai montré que je n'ai pas besoin de cheveux pour être plus que tu ne le seras jamais, tu t'agenouilleras. Pas devant moi. Devant toi-même. Parce que tu comprendras que tu as détruit une personne sans raison. Que tu es devenu un monstre par envie. Que tu as gâché ta vie à essayer d'éteindre la lumière des autres parce que tu n'as jamais eu la tienne. » Bintou pâlit. Les mots de Naldi la blessèrent profondément. Sézi se mit à pleurer doucement, effrayé. Okwa, qui avait tout entendu depuis l'atelier, entra dans la pièce. Il regarda sa fille. Il la regarda vraiment pour la première fois depuis des mois. Il vit sa maigreur. Il vit les marques sur ses bras. Il vit la force dans ses yeux. Et soudain, il comprit. Il se tourna vers Bintou et demanda d'une voix tremblante, « Que as-tu fait à ma fille ?» Bintou essaya de garder son sang-froid, mais ses jambes la lâchèrent. Elle retomba sur sa chaise. « Je n'ai rien fait. Elle est folle. Elle invente tout. » Okwa ne répondit pas. Il se contenta de le fixer. Et dans ce regard, Bintou comprit qu'il savait. Peut-être pas tout. Mais il en savait assez. Le jour du bal arriva. Tout le village était en émoi. Les familles s'activaient, les jeunes répétaient leurs danses, les mères vérifiaient leurs robes. Bintou habilla Sézi de sa plus belle tenue. Une robe violette brodée d'or, confectionnée par Naldi des mois auparavant et volée par Bintou. Sézi était nerveuse, en sueur, tremblante. Elle ne voulait pas y aller. On savait qu'elle n'avait aucune chance. Mais Bintou la poussa, la força, la menaça. « Tu y vas. Et tu gagneras le prince. C'est notre seule chance d'échapper à la misère. » Okwa décida d'aller au bal lui aussi. Non pas pour faire la fête,
mais pour protéger Naldi. Il ne savait pas encore tout, mais il sentait que quelque chose clochait. Et le moment venu, il ferait avouer Bintou. Naldi se prépara seule dans sa petite pièce. Elle enfila sa simple robe bleue. Elle noua le foulard doré autour de sa tête. Elle ne portait ni bijoux ni jolies chaussures. Elle était pieds nus. Mais lorsqu'elle quitta la pièce et descendit l'escalier, même Bintou ressentit une pointe de tristesse. Car Naldi s'était transformée. Elle n'était plus la jeune fille apeurée. Elle était devenue une femme. Une reine. Ils partirent en silence pour le palais. Bintou est saisi dans une charrette louée. Naldi et Okwa marchaient derrière. La grande salle du palais Zubri était ornée de tissus dorés, de milliers de bougies et de fleurs qui embaumaient l'air. De jeunes femmes de tous les villages arrivèrent avec leurs familles, vêtues de leurs plus beaux atours et parées des bijoux les plus précieux. Des musiciens jouaient du tambour et du kalimba, emplissant l'espace de rythmes envoûtants. Le roi Jabari Okoro siégeait sur le trône, aux côtés du prince Tandaji Okoro, un jeune homme de 25 ans, grand et intelligent, au sourire fatigué, de ceux qui, il en avait vu tant de femmes feindre l'intérêt. Tandaji ne voulait pas choisir une épouse de cette façon. Il trouvait tout cela superficiel. Mais son père avait insisté. C'était la tradition. Le voilà donc, à regarder les jeunes femmes entrer une à une, toutes semblables, toutes cherchant à impressionner. Il bâilla. Saisi Camara entra avec Bintou, vêtue d'une robe violette brodée d'or. Bintou la poussa en avant comme si elle vendait du bétail. Le prince la regarda. Puis détourna le regard. Tu n'as rien ressenti. Saisie, rougissante de gêne, alla s'asseoir dans un coin et pleura doucement. Bintou l'ignora, cherchant du regard. Où était Naldi? Avait-elle renoncé? Avait-elle finalement accepté son sort? C'est alors que les portes s'ouvrirent à nouveau et qu'un silence assourdissant emplit le hall. Naldi Tamboué entra. Seule. Pieds nus. Une simple robe bleue, sans bijoux ni maquillage. Et son crâne rasé, couvert seulement d'un foulard doré qui scintillait à la lueur des bougies comme s'il était fait de soleil. Elle ne regarda pas autour d'elle. Elle ne s'inclina pas. Elle n'hésita pas. Elle marcha simplement, chaque pas ferme comme une affirmation de son existence. Chaque pas un cri silencieux. Je suis là et vous me verrez. Les gens commencèrent à chuchoter. Qui est-elle? Pourquoi est-elle chauve? Quelle audace! N'a-t-elle pas honte? Mais d'autres, les plus attentifs, ceux qui savaient vraiment voir, restèrent silencieux. Car il y avait en elle quelque chose qui captivait le regard. Ce n'était pas une beauté conventionnelle. C'était de la puissance. C'était une présence. C'était quelque chose de rare, qu'on ne voyait pas tous les jours. C'était du courage incarné. Bintou, au fond, se leva d'un bond et cria, sa voix perçante déchirant le hall, « Garde! Cette femme est une impostrice. Elle n'a rien à faire ici. Elle est malade. Elle est folle. Qu'on la fasse sortir immédiatement. » Mais le roi Jabari leva la main et ordonna à Bintou de se taire. Sa voix, grave et profonde, résonna, « Silence. Qui es-tu pour décider qui entre dans ma salle? » Bintou pâlit. Tandaji, pour la première fois de la nuit, se pencha en avant sur son trône, les yeux rivés sur Naldi. Quelque chose en elle l'attirait. Pas seulement son attention, mais quelque chose de plus profond. Il descendit lentement les marches et s'approcha d'elle. Un silence religieux s'installa. Le prince s'arrêta devant Naldi, si près qu'il pouvait distinguer les petites cicatrices sur son cuir chevelu, les signes d'un terrible traumatisme. D'une voix douce mais ferme, il demanda « Pourquoi êtes-vous venu sans cheveux ?» Un silence absolu régnait dans la salle. Naldi releva le menton, le regarda droit dans les yeux, sans peur, sans honte, et répondit d'une voix claire que tous entendirent. « Parce que quelqu'un a essayé de me voler ce qu'il croyait être ma beauté. On m'a arraché les cheveux pendant mon sommeil. On m'a laissé ensanglanter et briser. On l'a fait par envie. Parce qu'on ne supportait pas que je rayonne. Mais j'ai découvert quelque chose cette nuit-là. La beauté ne réside pas dans ce que l'on peut perdre. Elle réside dans ce que personne ne peut nous enlever. Elle est ici. » Elle posa la main sur son cœur. Et ici. Puis elle posa la main sur sa tête. Dans le courage de continuer quand le monde tente de vous effacer. Dans la force de se relever quand on vous rabaisse. Et sur la vérité de savoir qui l'on est, même quand on essaie de vous réduire à néant. La salle s'emplit de murmures. Tandaji resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur les siens. Puis il sourit. Un sourire sincère qui transforma complètement son visage. Et il tendit la main. Accordez-moi l'honneur de cette danse. La salle s'embrasa de chuchotements encore plus forts. Bintou s'affaissa sur une chaise, le visage blême, les mains tremblantes. Saisie sanglotait bruyamment dans un coin.
Certaines jeunes femmes fortunées les observaient avec dédain, d'autres avec curiosité, et quelques-unes avec une sorte de respect. Naldi regarda la main tendue du prince. Un instant, elle hésita. Non par peur, mais parce qu'elle savait qu'accepter cette main signifierait que tout changerait. Qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Qu'elle choisissait un chemin qui la mènerait loin de tout ce qu'elle connaissait. Et puis elle sourit à son tour. Et elle accepta. La musique commença. Un doux rythme de kalimba mêlé au son grave des tambours. Tandaji la guida sur la piste de danse avec une douceur inattendue. Il ne dansait pas pour l'impressionner, mais pour apprendre à la connaître. Et tandis qu'il dansait, il murmura, assez fort pour qu'elle l'entende, « Tu es la première personne authentique que je rencontre ce soir. Tous les autres sont venus masqués, avec des mensonges, essayant d'être ce qu'ils croient que je désire. Mais toi, tu es venu avec la vérité. Et la vérité est toujours plus belle que n'importe quel fantasme. » Naldi sentit ses yeux brûler, mais elle retint ses larmes. D'une voix ferme, elle répondit, « Je ne suis pas venue pour te séduire. Je suis venue pour me prouver quelque chose. Que j'existe encore. Que je n'ai pas été effacée. » Tandaji acquiesça. « Je sais. Et c'est pour ça que tu m'as conquis. » La danse reprit. Tous les regards étaient tournés vers la salle. Certains avec envie, d'autres avec admiration. Et Bintou, à l'arrière-plan, nourrissait une haine si pure qu'elle semblait brûler. Elle ne pouvait l'accepter. Elle ne comprenait pas. Comment cette fille, chauve, blessée, brisée, pouvait-elle être là, dansant avec le prince, rayonnant plus que tous les autres réunis? C'était impossible. C'était injuste. C'était insupportable. Bintou se leva en titubant et tenta de rejoindre la piste de danse. Des gardes l'interceptèrent. Elle cria, « C'est un mensonge. Elle fait semblant. Elle ne mérite pas d'être ici. Elle n'est rien. » Le roi Jabari se leva, sa voix résonnant dans la salle, « Garde, emmenez cette femme. » Mais avant que les gardes n'aient pu agir, Naldi cessa de danser. Elle se tourna vers Bintou et s'avança vers elle, chaque pas étant délibéré. Toute la salle retint son souffle. Naldi se planta face à face avec sa belle-mère et dit d'une voix que tous pouvaient entendre, « Tu as essayé de me détruire. Tu m'as coupé les cheveux. Tu m'as humilié. Tu m'as torturé. Tu as fait tout cela par jalousie. Parce que tu ne supportais pas que je sois jeune et que tu vieillisses. Parce que tu ne supportais pas que l'on m'admire. Mais sais-tu ce que j'ai appris ?» Bintou tremblait, le visage déformé par la colère et la peur. Naldi poursuivit, « J'ai appris que les gens comme toi vivent dans les ténèbres. Et quand ils voient quelqu'un briller, au lieu d'allumer leur propre lumière, ils tentent d'éteindre celle des autres. Mais la lumière ne s'éteint pas ainsi. Tu peux me couper les cheveux. Tu peux me faire du mal. Tu peux m'emprisonner. Mais tu ne pourras jamais effacer qui je suis. Car je ne brille pas à l'extérieur. Je brille à l'intérieur. Et toi? Tu es vide. Tu l'as toujours été. Et tu mourras ainsi. Seul. Oublié. Tandis que moi, je vivrai. J'aimerai. On se souviendra de moi. Non pas pour ma beauté. Mais pour mon courage. » Bintou tomba à genoux, comme si ces mots étaient des coups. Elle se mit à pleurer. Non pas des larmes de regret, mais des larmes de défaite. Celles de quelqu'un qui comprenait enfin qu'elle avait tout perdu. Le roi regarda Naldi et demanda, « Ce que vous dites est-il vrai? Est-ce cette femme qui vous a fait cela ?» Naldi acquiesça. Le roi se tourna vers les gardes et ordonna, « Arrêtez-la. Elle sera jugée par le conseil royal demain à l'aube. Selon la décision, elle sera exilée, voire pire. » Bintou hurla et se débattit, mais les gardes l'emmenèrent de force dehors. Terrifié, Saisi courut après sa mère en pleurant. Le silence retomba dans la salle. Okwa, qui se tenait au fond, s'approcha de sa fille. Les larmes lui montèrent aux yeux. Naldi, je ne savais pas. J'aurais dû le voir. J'aurais dû te protéger. Pardonne-moi. Naldi regarda son père. Elle vit un homme brisé. Un homme qui avait commis une erreur. Mais qui restait? Son père. Elle le serra dans ses bras. Tout n'est pas pardonné. Mais un jour, ça le sera. Mais parce qu'ils étaient témoins d'un moment rare. Du courage pur. Une vérité brute. Une beauté authentique. Lorsque le dernier chant s'acheva, le roi se leva, et sa voix résonnant sur les murs, dit « Mon fils, l'heure est venue. Qui choisis-tu pour compagne ?» Tandaji n'hésita pas. Il prit la main de Naldi et déclara d'une voix forte et claire « J'ai rencontré de nombreuses femmes magnifiques ce soir. Mais une seule m'a montré ce que signifie la force. Une seule m'a montré la vérité. Une seule m'a montré que la beauté ne réside pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on ressent. Naldi Tamboué, acceptes-tu d'être ma compagne ?
De régner avec moi? De marcher à mes côtés? Non pas comme un ornement, mais comme mon égal? Naldi ne répondit pas immédiatement. Elle regarda autour d'elle. Elle vit les jeunes femmes qui la jugeaient. Elle vit les nobles qui la dévisageaient avec dédain. Elle vit Okwa, pleine d'espoir. Et elle se vit reflétée dans les yeux de Tandaji. Elle vit qui elle était devenue. Puis elle dit, « J'accepte. Mais à une condition. » Tandaji sourit. « Laquelle? » « Que je ne sois pas seulement votre épouse. Que je puisse travailler. Créer. Enseigner. Je veux ouvrir une école pour filles. Je veux leur apprendre qu'elles n'ont pas besoin d'être belles pour avoir de la valeur. Qu'elles peuvent être fortes. Qu'elles peuvent être libres. » Tandaji n'hésita pas. « J'accepte. En fait, je l'exige. Car une femme comme vous, prisonnière d'un palais sans but, serait un gâchis. » La salle éclata en applaudissements. Certains sincères. D'autres forcés. Mais tous savaient qu'ils venaient d'assister à un moment historique. Le lendemain, Bintou fut traduite en justice. Le conseil royal entendit tout. Les témoins amenés par Naldi. Enhimaka, la voisine qui avait remarqué les ecchymoses, et d'autres habitants de Kapongo, avaient constaté le changement chez Naldi. Même Saisie, tremblante de peur et de culpabilité, avait fini par tout avouer à sa mère. Bintou fut condamnée. Non pas à mort, car le royaume de Zubri ne pratiquait pas la peine capitale, mais à l'exil perpétuel. Elle fut emmenée au-delà des frontières du royaume, dans une contrée aride où elle ne connaissait personne et où personne ne la connaissait. Où elle devrait survivre seule. Où elle comprendrait enfin ce que signifiait être totalement invisible. Saisie reçut une sentence différente. Elle n'avait pas directement blessé Naldi, mais elle ne l'avait pas défendu non plus. Elle fut donc condamnée à travailler dans les cuisines du palais pendant 5 ans. Après cela, elle serait libre. Mais elle porterait à jamais la marque de la complicité de cruauté. Naldi ne ressentit aucune joie à la punition de Bintou. En fait, il éprouva une étrange tristesse. Car il réalisa que Bintou était, au fond, une femme pitoyable. Une femme qui avait gâché sa vie entière, rongée par l'envie au lieu de cultiver quelque chose par elle-même. Et cela, pensa Naldi, était la pire des punitions, vivre une vie vide. Dans les mois qui suivirent, Naldi épousa Tandaji lors d'une cérémonie simple, sans faste excessif, car c'était son souhait. Elle refusa de porter des perruques ou de se couvrir la tête de voiles élaborés. Elle conserva le foulard doré de sa mère. Et peu à peu, ses cheveux commencèrent à repousser. Mais ils ne retrouvèrent jamais leur aspect d'antan. Les profondes cicatrices les empêchaient de pousser uniformément. Ses poils poussaient par touffes irrégulières, plus ou moins prononcées selon les endroits. Et cela n'importait pas à Naldi. Car elle savait désormais que cela ne la définissait pas. Elle était devenue une princesse, mais pas une princesse de décoration. Elle travaillait. Elle avait créé l'école libre pour filles de Kapongo, où elle enseignait non seulement à lire et à écrire, mais aussi à s'exprimer, à poser des questions. À refuser les mauvais traitements. À savoir que sa valeur ne résidait pas dans son apparence. La nouvelle de l'école se répandit. Des filles de tous les villages commencèrent à arriver. Certaines étaient accompagnées de parents bienveillants. D'autres avaient fui des foyers où elles étaient maltraitées. Et Naldi les accueillit toutes. Il créa un lieu où elles pouvaient être elles-mêmes, sans jugement. Où cheveux, peau, corps, rien de tout cela n'avait d'importance. Où seul comptait le caractère. La force. La bonté. Et un phénomène extraordinaire commença à se produire. Dans tout le royaume, les filles se mirent à porter des foulards dorés en l'honneur de Naldi. Non pas par obligation, mais par choix. Car c'était devenu un symbole de courage, de résistance, de refus d'être défini par les normes d'autrui. Tandaji soutenait tout. Il ne voyait pas Naldi comme une épouse à contrôler. Il la voyait comme une partenaire, une égale. Et ensemble, ils commencèrent à transformer le royaume. Ils promulguèrent des lois contre les violences conjugales. Ils créèrent des refuges pour les femmes contraintes d'échapper à des situations dangereuses. Et ils donnèrent la parole à celles qui n'en avaient jamais eu. Okwa, honteux mais déterminé à réparer ses erreurs, devint l'un des plus fervents défenseurs de l'école. Il parlait ouvertement de ses échecs en tant que père. Il expliquait comment l'amour aveugle l'avait empêché de voir la vérité. Et il encourageait les autres parents à ne jamais commettre la même erreur. 5 ans plus tard, Saisie termina sa phrase. Elle quitta les cuisines du palais, maigre, épuisée, mais transformée. Des années de dur labeur et de réflexion l'avaient changée. Tremblante, elle chercha Naldi, s'attendant à être rejetée. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que j'ai été lâche. Que je suis restée silencieuse quand j'aurais dû parler. Mais je voulais que tu saches que j'ai changé.
Et que je passerai le reste de ma vie à essayer d'être meilleure. Naldi regarda Saisie longuement. Elle ne voyait pas la fille de Bintou, mais une femme qui avait elle aussi souffert. Élevée par un monstre, sans espoir de changement jusqu'à ce qu'elle y soit contrainte. Je ne sais pas si je peux te pardonner complètement. Mais je peux te donner une chance. Veux-tu travailler à l'école? Saisie se mit à pleurer. Oui. Je t'en prie. Oui. Et ainsi fut-il. Saisie devint l'une des enseignantes les plus dévouées. Car elle enseignait non pas la théorie, mais l'expérience. Elle montrait aux filles ce qui arrive quand on se tait. Quand on est complice. Quand on choisit la lâcheté plutôt que le courage. Et les filles écoutèrent. Car elles savaient que c'était vrai. 10 ans après le bal, l'histoire de Naldi était déjà une légende. Racontée dans chaque village. Chantée. Peinte sur des fresques. La fille qui perdit ses cheveux mais gagna un royaume. La fille qui fut détruite mais se reconstruisit plus forte. Et Bintou? Personne ne savait exactement ce qui lui était arrivé. Certains disaient qu'elle était morte seule en exil, rongée par son amertume. D'autres disaient qu'elle était toujours en vie, errant de village en village, une vieille femme folle qui parlait toute seule d'une fille qu'elle avait tenté de détruire, mais qui avait fini par briller plus fort que le soleil. Et peut-être était-ce là la véritable punition. Ni la mort, ni la prison. Mais devoir vivre avec le sentiment d'avoir échoué. D'avoir gâché sa seule vie à essayer d'éteindre la lumière des autres au lieu d'allumer la sienne. Et qu'à la fin, la personne qu'on haïssait le plus était devenue tout ce qu'on avait toujours voulu être, sans jamais oser le faire. Tu as changé le monde, tu sais? Naldi sourit. Je n'ai pas changé le monde. Je viens de prouver qu'il est possible de survivre quand le monde tente de vous briser. Et parfois, les cicatrices que nous portons témoignent de notre force insoupçonnée. Il l'embrassa sur le front. Raconteras-tu notre histoire aux enfants quand ils seront grands? Naldi réfléchit un instant. Je le ferai. Mais je ne le raconterai pas comme un conte de fées. Je dirai la vérité. Que la vie peut être cruelle. Que ceux qui devraient nous protéger nous blessent parfois. Que la beauté que le monde valorise est vaine. Et que la vraie force vient du refus d'abandonner. Même quand tout semble perdu. Même quand on est à terre, blessé, sans rien. On se relève. Et on continue. Parce qu'abandonner, ce serait donner la victoire à celui qui nous a fait du mal. Et je refuse de faire ça. Tandaji sourit. Je suis tombé amoureux de la bonne personne. Ils restèrent là, à regarder le soleil se coucher et colorer le ciel d'orange et de violet. Et Naldi pensa à Tandiou, sa mère, morte trop jeune. Elle imagina sa fierté. Son sourire en voyant sa fille non seulement survivre, mais s'épanouir. Transformer la douleur en raison d'être. Transformer le traumatisme en leçon. Transformer les cicatrices en histoire. Cette nuit-là, Naldi écrivit dans son journal une phrase qui allait devenir la plus célèbre du royaume de Zubri. Ils peuvent nous couper les cheveux. Ils peuvent nous scarifier. Ils peuvent tenter de nous briser de 1000 façons. Mais jamais, au grand jamais, ils ne pourront atteindre l'essence même de ce que nous sommes. Car elle réside là où les mains cruelles ne peuvent l'atteindre. Elle réside dans l'âme. Et l'âme est indestructible. Elle ne peut être arrachée. Elle survit. À jamais. Ainsi, l'histoire de Naldi Tamboué devint plus qu'une simple histoire. Elle devint un mouvement. Un symbole. La preuve vivante que la beauté ne réside ni dans les cheveux, ni dans la peau, ni dans le corps. Elle réside dans le refus de se soumettre. Dans le courage de se relever. Dans la force de persévérer quand le monde vous exhorte à abandonner. Des années plus tard, alors que Naldi était âgée et les cheveux grisonnants, assise sur le même perron de l'école qu'elle avait fondée, une petite fille s'approcha. Elle avait le crâne rasé, des cicatrices visibles et un regard effrayé. Ma mère m'a fait du mal. Elle disait que j'étais laide. Elle m'a coupé les cheveux. Je suis venue ici parce qu'on m'a dit que vous compreniez. Naldi prit la main de la fillette et sourit. Je comprends, ma chérie. Et je vais te confier un secret. La femme qui t'a fait du mal n'a aucun pouvoir sur toi. Car le vrai pouvoir ne vient pas de la souffrance infligée aux autres. Il vient de la guérison. De la croissance. De la force que l'on acquiert, qui devient telle que rien de ce qu'on te fait ne puisse t'arrêter. Es-tu belle? Oui. Mais pas parce que tes cheveux repousseront. Tu es belle parce que tu es là. Parce qu'elle a survécu. Parce qu'elle a refusé de mourir intérieurement. Et ça, ma fille, c'est la beauté la plus rare au monde. La jeune fille pleura. Naldi la serra dans ses bras. Et à cet instant, le cycle était complet. La jeune fille blessée, jadis sauvée par ses propres mains, sauvait désormais les autres. Et elle continuerait de sauver. Génération après génération. Car la vérité, une fois semée, grandit pour toujours.
Et la vérité était simple. Tu es bien plus que ce qu'on dit. Tu es plus forte que tu ne l'imagines. Et tu survivras. Toujours.